Ces jours d'élection en Alberta, après un mois de campagne, on saura enfin ce soir qui va former le prochain gouvernement. Ça se joue entre le Parti conservateur uni de Danielle Smith et le NPD de Rachel Notley. Alors, pour en discuter, je rejoins sur place le politologue Frédéric Boily de l'Université de l'Alberta. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. C'est une élection qui est très serrée, on le sait. Selon deux nouveaux sondages, le Parti conservateur uni se dirige vers un gouvernement majoritaire. Par contre, le dernier coup de sonde d'Abacus nous dit que les conservateurs recueillent 49 % des votes, le NPD 48 %. Je vous demande d'abord, est-ce qu'on pourrait avoir des surprises ce soir? Oui, les surprises sont encore possibles parce que même les sondages qui montrent les conservateurs unis en avance, lorsqu'on va un peu plus dans le détail, et dans le détail, ça veut dire de regarder surtout du côté de Calgary, on s'aperçoit que parfois c'est même très serré et à tel point que on a presque une égalité statistique. Par conséquent, ça va se jouer du côté de Calgary de circonscription en circonscription et les moindres pourcentages pourraient favoriser une formation ou l'autre dans certaines circonscriptions, surtout que une autre donnée absolument intéressante dans tous les sondages, c'est que les tiers partis sont pratiquement disparus de la carte. Ça serait une grande surprise là, ce soir de voir un tiers parti avoir plus de 5 % des voix et il n'y a rien qui indique ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un réservoir de vote du côté du Parti albertain, du côté du Parti libéral, pour ce qui en reste, et même peut-être du côté des Verts, qui pourrait être disponible ou bien pour les néo-démocrates ou bien même pour le Parti conservateur uni s'il veut aller chercher des électeurs un peu plus centristes. Donc, c'est pourquoi les surprises sont toujours possibles ce soir. Et une autre surprise, même avec une victoire des conservateurs unis, il est à peu près acquis qu'il y a des ministres du côté de Calgary qui sont en danger et qui pourraient perdre leur siège. Ouais. Sur le fait, Frédéric, que les Albertains ont participé de façon record au vote par anticipation, il y a plus de 750 000 électeurs sur les 2,8 millions en Alberta qui ont déjà voté. Comment on peut interpréter cette participation record? Bon, d'abord, je pense que c'est dans les mœurs électorales maintenant que le vote par anticipation est une journée normale pour aller voter. Donc, c'est pas simplement le jour du vote. Mais hormis ça, je pense aussi qu'il y a le fait que l'élection est serrée. On avait assisté à une montée du taux de participation lors de la dernière élection en 2019, une recrudescence même très importante. Et là, j'ai l'impression qu'on risque aussi d'être dans les mêmes eaux et donc que le vote par anticipation, les deux formations politiques ont fait beaucoup de travail pour amener leurs électeurs, leurs partisans à voter avant la dernière fin de semaine notamment, pour éviter qu'on change son vote, mais aussi pour faire le plein de vote. Je pense que on dit souvent qu'au Canada, dans certaines élections, on a l'impression que les électeurs ont l'impression que leur vote ne compte pas. Eh bien là, maintenant, avec une élection aussi serrée, beaucoup d'électeurs aussi doivent penser que leur vote peut compter, et comme je l'ai mentionné, du côté de Calgary notamment. Bon, vous le disiez justement parce que l'élection se joue du côté de Calgary, qui compte le gros des 87 sièges à l'Assemblée législative. D'ailleurs, les deux chefs ont passé beaucoup de temps à faire campagne à Calgary. Est-ce qu'il y a un des deux partis qui a réussi à se démarquer auprès des électeurs de la métropole? Si on en croit les sondages, justement, c'est encore une question qui demande à être répondue avec le vote de ce soir. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait clair que les conservateurs unis sont parvenus à imposer l'idée que l'élection se jouait sur les questions économiques, se jouait sur la question aussi de l'aréna que les conservateurs unis veulent appuyer avec la construction. On a mis 330 millions là, sur la table, alors que les néo-démocrates, eux aussi, veulent revitaliser le centre-ville. Mais les néo-démocrates, leur campagne étant davantage basée sur la figure même de Danielle Smith, c'est-à-dire comme figure repoussoire. Est-ce qu'ils sont parvenus à imposer cette thématique de campagne-là auprès des électeurs conservateurs un peu plus progressistes, comme il y en a beaucoup du côté de Calgary? Si on en croit les sondages, comme je l'ai mentionné, on est encore à se demander s'il y a vraiment une thématique de campagne qui a pu s'imposer.
Pendant la campagne électorale, il y a eu, on le sait, les feux de forêt qui ont ravagé la province. Danielle Smith, d'ailleurs, a dû s'absenter à cause de ces feux de forêt. Qu'est-ce que vous avez pensé de la stratégie de campagne de Danielle Smith? Elle qui est abonnée à la controverse, est-ce qu'elle a réussi à s'en sortir sans trop de controverses, justement? Oui, elle a fait en sorte, lors de la campagne électorale, de se désabonner justement aux controverses, c'est-à-dire de faire une campagne très disciplinée. Dans la dernière fin de semaine, d'ailleurs, de campagne, cette fin de semaine, semble-t-il qu'elle a été très en retrait, pas trop d'apparitions publiques, justement pour éviter probablement des déclarations peut-être controversées ou d'anciennes affaires. Évidemment, du côté des néo-démocrates, on lui a reproché toutes ces déclarations passées, mais d'une certaine façon, Danielle Smith est parvenue à gérer relativement bien ça, puis on l'a vu lors du débat. Rachel Notley n'a pas été en mesure là, de vraiment mettre à mal Danielle Smith, alors même que le jour du débat, il y avait un rapport de la commissaire à l'éthique qui était plutôt dévastateur pour Danielle Smith, mais il semble que ça ne l'ait pas trop écorché. Oui, parce que justement, sur la campagne de Rachel Notley, sans surprise, le NPD a passé la campagne à remettre en question la capacité de Danielle Smith à diriger l'Alberta. Est-ce que vous diriez que ça a été une stratégie payante pour le NPD? Ouais, c'est la question se pose effectivement. Je pense que ça a été payant, mais jusqu'à un certain point. Puis évidemment, on va mieux le savoir ce soir. Mais ça a été payant au moins pour ramener certains conservateurs qui n'aiment pas Danielle Smith. Et ça, on l'a très bien vu lors de la course à la direction et par la suite que certains conservateurs n'aiment pas le style de leadership de Danielle Smith et les propositions surtout qu'elle met sur la table. De l'autre côté, c'est à moitié payant, à mon avis, parce que ça a peut-être fait en sorte que les néo-démocrates n'ont peut-être pas proposé tout à fait leur programme de gouvernement comme ils l'auraient voulu. Ils ont beaucoup insisté sur la santé, effectivement, mais d'un autre côté, ça a fait en sorte que, en mettant l'accent sur la figure même de Danielle Smith, le bilan des conservateurs unis au gouvernement, donc de 2019 à aujourd'hui, a comme passé un peu sous le radar, et les conservateurs unis, eux, avec Danielle Smith, ont mis beaucoup de l'avant le bilan néo-démocrate de 2015 à 2019. C'est un peu paradoxal parce que ça aurait dû être, on aurait dû avoir davantage de discussions autour du bilan des conservateurs unis puisqu'ils sont au gouvernement. Mais le fait que Jason Kenney n'est plus là, ben, ça a comme créé cette étrange dynamique. Alors, on va voir ce que ça va donner ce soir. Frédéric Boily, politologue à l'Université de l'Alberta. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.